Je vous le disais en titre, l'édito de ce soir porte sur ce sommet extraordinaire qui s'est achevé il y a juste quelques temps du côté de Yaoundé. Un sommet, on l'a vu, auquel ont pris part les chefs d'État et de gouvernement et les représentations de certains pays. On reçoit donc Patrick Christian Ndobro, le directeur de l'information du groupe Dash Media. Bonsoir monsieur, bienvenue. Bonsoir Armel, bonsoir à nos téléspectateurs ce soir. Alors on a assisté aujourd'hui, ce lundi, à un sommet extraordinaire qui a suscité beaucoup de frayeur quand même. Oui, beaucoup de frayeur, surtout beaucoup de frayeur amplifiées par la presse, par l'environnement, mais peut-être aussi par le contexte. On l'a suivi dans un certain nombre de développements, d'analyses faites là par des experts, des économistes, à coups d'arguments et de contre-arguments. On entrevoyait, et ce mot est revenu, peut-être cette expression, ou alors cette frayeur, la dévaluation du franc CFA. On en était à épiloguer sur cette question comme si la sentence avait déjà été arrêtée et que les chefs d'État à Yaoundé allaient se réunir uniquement pour prononcer cette sentence. Il faut dire surtout que le contexte pouvait laisser envisager un certain nombre de difficultés qui pouvaient aboutir au terme de ces travaux, de ce sommet extraordinaire, de cette conférence des chefs d'État, à des conclusions douloureuses. On redoutait l'épisode de 1994 lorsque le franc CFA. Mais je pense qu'on a peut-être oublié que cette situation n'est peut-être pas aussi inédite sur les 10 dernières années. Vous vous souvenez qu'en 2016, les pays de la zone CEMAC se retrouvaient déjà dans un pareil contexte. En 2016, il y a eu un sommet pareil, extraordinaire à Yaoundé, où il était déjà question de freiner ce qui pouvait être considéré comme étant la descente vertigineuse vers une catastrophe financière, une crise, peut-être je vais vous emprunter l'expression, une crise qui aurait été inédite. Et donc, on oublie qu'en 2016, les mêmes pays se retrouvaient déjà au même endroit pour avoir un regard sur des situations qui semblaient alarmantes. Des endettements, des gestions économiques et financières dans les États qui ne crédibilisaient pas la marque des pays de la sous-région ou alors qui ne leur donnaient plus du crédit dans l'espace économique à l'échelle internationale. Et c'est d'ailleurs en ce moment-là qu'on avait vu apparaître le programme de réforme économique et financière de la sous-région. Et figurez-vous bien que le président de la République sœur congolaise, d'ailleurs Denis Sassou Nguesso, qui n'était pas à ce sommet, a d'ailleurs été porté parmi ses pairs comme coordonnateur de ce programme de réforme économique et financière. Donc, on avait ce genre de situation qui avait déjà mis en mal en 2016 les réserves de l'espace CEMAC. Et on a pensé, après les secousses de la Covid, le sommet extraordinaire d'il y a 3 ans en téléconférence par les mêmes chefs d'État, qu'une espèce d'embellie revenait avec une légère remontée. Mais sauf que comme les vieilles habitudes ont souvent la peau dure, on a l'impression que les pays de la sous-région se sont laissés aller par une nouvelle absence, j'allais dire une absence habituelle de rigueur dans la gestion des finances, de la dépense publique, dans le volume, le niveau et la qualité de l'endettement, et même dans la capacité à réaliser ce pourquoi ces pays s'endettent. Voilà, on parle des pays qui, aujourd'hui, pourraient frôler la cessation de paiement. Et lorsque vous avez le Cameroun, la République centrafricaine et le Congo qui sont en pleine négociation avec les institutions financières internationales, notamment le FMI et la Banque mondiale, pour renouveler des programmes d'appui, d'accompagnement, il n'y a que ces institutions-là regardent à l'échelle macro sous-régionale et voient déjà ce qu'on pourrait avoir comme incidence d'une inadéquation dans les équilibres nécessaires pour l'économie de la sous-région et qui ne favoriserait pas le respect des engagements que ces pays pris isolement pourraient prendre avec ces institutions. On en arrive donc à une nécessité d'harmoniser la gestion, la rigueur, de revenir à une certaine orthodoxie, puisque malheureusement, nos économies semblent être dépendantes de ces emprunts-là, avec une dette publique qui continue à augmenter. Et si donc chacun fait cavalier solitaire, le Cameroun, la RCA, le Congo, le Tchad et j'en passe, on va se retrouver avec des situations
qui ne peuvent pas répondre aux exigences macro qui fondent aujourd'hui la finance. Vous allez vous rendre compte que les gros blocs économiques se fondent pour pouvoir affronter les chocs qui puissent être endogènes ou exogènes à ces économies. Est-ce que l'Afrique, tout au moins la zone CEMAC, s'est donné les conditions de pouvoir faire face à ces chocs exogènes? C'est là le problème. Et au-delà des chocs exogènes, il y a la gestion publique, la gestion de la défense publique. Et donc, on en parlait aujourd'hui pour dire que ces pays ont fait preuve, au moment où cela semblait très difficile, de solidarité. Ils ont fait preuve d'un certain nombre de rigueur, mais qui n'a pas duré longtemps. On s'est donc retrouvé aujourd'hui avec les mêmes causes qui, finalement, produisent les mêmes effets. Et on a l'impression qu'entre 2016 et 2024, on est revenu au point de départ, peut-être même un peu moins que le point de départ. Alors justement, est-ce qu'il n'y a pas plusieurs signaux, notamment plusieurs alertes qui ont amené les économistes et autres analystes politiques, économiques et sociaux à s'arrêter sur la question du franc CFA? Je vais rappeler par exemple le baromètre économique semestriel de la CEMAC publié par la Banque mondiale en 2024 qui montrait un tableau pas très reluisant de la situation macroéconomique de l'Afrique centrale. Par exemple, la croissance des pays a diminué entre 2022 et 2023 et cela était insuffisant pour répondre aux besoins des populations, qui est l'une des premières priorités. Alors, il faut déjà reconnaître, avant d'arriver à ces publications, ce baromètre qui effectivement dresse un tableau, si on s'en prend aux grilles de lecture, justement, de la gestion et de la perception économique à l'échelle internationale des institutions financières, il faut reconnaître, et ça, peut-être pas totalement à la décharge de ces États de la zone CEMAC, que l'épisode Covid a sérieusement touché, j'allais même dire, déstructuré les élans, les efforts qui étaient accompagnés après la remise en question de 2016 de ces États-là. Et donc, Covid est arrivé, mais on a l'impression que certains se sont servis aussi de Covid pour replonger dans la gabégie. Le petit effort qu'on pensait retrouver après 2016 et qu'on avait décidé de ne pas relâcher il y a 3 ans au sommet de 2021, cet effort-là a été noyé à la fois par des gabégies, même dans la gestion dans ces différents états de la période de Covid, des excès d'endettement, mais surtout des difficultés à réaliser et à transformer structurellement dans la rigueur ces économies, à réaliser des projets qu'on dit structurants pour la région et surtout, parfois, cette obsession à mettre en avant le nationalisme dans certains États. Regardez le bloc CEMAC a beaucoup de difficultés. Vous voyez, avant ce sommet, on parlait pour quelques-uns de la dévaluation qui semblait planer comme une épée de Damoclès que tout le monde a repris. Et ces analyses-là pouvaient s'en tenir à ces faits. Cette augmentation de la dette, cette difficulté de la maîtrise de la dépense publique et surtout cette incapacité à transformer structurellement les économies pour aboutir à ces différentes perspectives ou alors à tout ce qui était mis en avant par ces différents rapports. Mais on oublie aussi un des facteurs qui freine et qui gêne cette harmonie voulue dans la sous-région, dans la CEMAC, cette propension à aller vers la guerre des leaderships. Certains parlaient, ça reste dans les spéculations, de l'absence du Tchad, de l'absence du Congo, on est revenu sur la redistribution des postes, c'est des analystes qui ont alimenté justement cet avant-sommet. Les ministres ont travaillé dans les délégations avant que les chefs d'État ne viennent entériner, mais on a recensé un certain nombre d'analyses qui laissaient entrevoir qu'au moment où les blocs s'intéressent aux stratégies pour faire face aux chocs, pour améliorer la considération économique de ces différents blocs, en Afrique comme ailleurs, la CEMAC continue de rester dans une espèce de protectionnisme ultra. La difficulté de la circulation des biens et des personnes dans cet espace-là, les discussions au niveau des postes à attribuer dans différentes institutions sous-régionales, un difficile équilibre à trouver entre toutes ces entités et puis des guéguerres de positionnement et de leadership qui freinent même déjà la pensée stratégique dont a besoin cette zone CEMAC. Aujourd'hui à Yaoundé, nous avons eu l'impression, lorsque nous écoutions le président de la République du Cameroun lors de son mot de clôture, de réécouter déjà ce que nous pouvons considérer comme les conseils que ce sage de la sous-région donnait à l'ensemble de ses pairs, y compris au Cameroun.
on a comme l'impression de se retrouver en 2016 avec les mêmes résolutions qu'on décidait de prendre en 2016. Aujourd'hui, et le président le disait, d'ailleurs, le président Touadéra l'a aussi dit, il est question de penser à ce que la diversité de l'espace CEMAC devrait être un atout pour la CEMAC. Cette diversité a l'obligation de s'exprimer dans une espèce de solidarité. Est-ce que la solidarité dans la zone CEMAC est de mise? On a remercié le président de la République centrafricaine, on a remercié le président de la République du Cameroun, parce qu'il faut le dire, cette convocation conjointe a aussi mis en avant le devoir de solidarité. Parce que des pays comme la RCA, le Cameroun, sont en phase de négociation avec de bons arguments. Mais sauf que ces arguments ne seront pas utiles si les autres pays ne suivent pas et les situations ne sont pas favorables. Tout le monde le vit. Et donc, la communauté, aujourd'hui, ne peut que s'en sortir si effectivement la mise en œuvre des résolutions qui ont été de nouveau, j'ai envie de dire, adoptées aujourd'hui en 2024, après 2016, si effectivement ces résolutions-là sont appliquées dans la rigueur, dans la solidarité, avec le même objectif, celui de sauver la zone CEMAC de ce cataclysme qui n'est pas encore là, mais qui pointe à l'horizon et qui, malheureusement, s'il arrive, ne sera pas de tout repos pour les populations qui vont en payer les frais. Donc il est question de se remettre en question et de se dire que on aurait voulu voir les chefs d'État de la zone CEMAC aujourd'hui se réunir en 2024 pour avoir des perspectives sur une rigueur nouvelle ou bien une amélioration des conditions déjà perceptibles des vies des populations de la zone CEMAC. Mais on revient après 2016 comme si nous étions au point de départ. Et c'est peut-être ça la désolation de cette situation. Bien, vous l'avez clairement dit, hein, les atouts de la zone CEMAC, quand on a parlé de la diversification économique, tant par le président camerounais que le président centrafricain, mais au regard de tout ce que vous venez de dire et des conclusions qu'on a bien entendues du côté de Yaoundé, est-ce qu'on pourrait dire que la CEMAC, au sortir de ce sommet ou au regard de ce qui s'est passé et qui s'est dit, peut retrouver un semblant ou bien la sérénité? Sérénité, c'est tout ce qu'on peut espérer. Mais c'est une sérénité qui ne peut qu'arriver sous des conditions, avec des conditions. Il faut déjà penser à intégration. Et l'Afrique, en tout cas le bloc CEMAC, a un sérieux problème avec la notion et l'application de l'intégration. L'intégration est un des facteurs qui aujourd'hui, perçu du côté de l'Afrique de l'Ouest par exemple, marche avec plus ou moins un certain nombre de désagréments qui sont vécus aujourd'hui là-bas, l'AES et ainsi de suite. Mais la notion d'intégration est une notion qui semble difficilement assimilable et applicable dans l'espace CEMAC. Ça, c'est le premier objectif à atteindre. Et le deuxième objectif, c'est la capacité à honorer ses engagements, à respecter ses engagements et surtout à mettre en œuvre véritablement toutes ces résolutions qui sont des résolutions perçues de cette manière-là, qui peuvent permettre à ce bloc, à défaut de s'en sortir de manière équitable, retrouver tout au moins l'équilibre nécessaire à une reprise de croissance voulue par cette économie. Voilà la condition ou les conditions par lesquelles il faut absolument que l'espace CEMAC passe. Penser à intégration à travers la libre circulation des biens et des personnes, à travers la mise en place effective des réformes. Et on pourrait, dommage s'il n'était pas le président Sassou Nguesso, se poser la question de savoir où est-ce qu'on en est véritablement au-delà du discours diplomatique sur le PREF-CEMAC, le programme de réformes économiques financières, qui avait fait son apparition à l'issue de la perception déjà de cette crise qui pointait à l'horizon avant même 2016. On en est aujourd'hui encore à reparler de ces situations qu'on semblait avoir dépassées en 2021. Donc, intégration, mise en œuvre effective et rigoureuse de toutes ces résolutions, mais ensuite, il y a aussi la fin de cette guerre de leadership et de cette envie de positionnement. Il faut peut-être de façon rationnelle, juste, proportionnelle, penser à la représentativité qui n'exclura personne, mais qui donnera à chacun, suivant la capacité qu'il peut apporter au bloc, une influence sur les décisions du bloc. Notamment, vous revenez sur le problème de la zone de libre-échange continentale africaine qui était censée depuis plusieurs années résoudre justement ce problème de libre circulation des personnes et des biens et surtout cette intégration. Mais on a l'impression on n'a pas l'impression, c'est un fait, l'Afrique centrale
est bon dernier parmi les sous-régions ou les régions du continent africain en matière de SELECAF? Alors, vous me donnez carrément raison avec cette notion d'intégration que j'évoquais tantôt. Pourquoi l'Afrique centrale traîne le pas, en tout cas la zone, l'espace CEMAC traîne le pas? On a vu un certain nombre de pays, notamment le Rwanda, le Bénin, commencer à annoncer l'ouverture des frontières pour le reste du continent. Ce n'est pas encore ça à l'échelle globale du continent, mais on a quand même un certain nombre de signaux. Vous ne pouvez pas aller vers la zone de libre-échange continentale si déjà à l'échelle sous-régionale, vous ne mettez pas les mécanismes qui vous permettent de le réaliser. Il s'agit de blocs dans un gros bloc qu'est l'Afrique. Comment est-ce que la zone CEMAC se comporte dans cette intention de zone de libre-échange à l'échelle continentale? Voilà des questions qu'il faut résoudre. Voilà des questions qu'il faut mettre sur la table. La zone CEMAC est un marché commun. Et beaucoup d'investisseurs à l'échelle internationale sont souvent inquiets de l'incapacité de cette zone CEMAC à s'arrimer, tout au moins sur ses lois douanières, fiscales, parce que lorsque vous êtes dans un espace, un bloc comme celui de la CEMAC, vous ne vous attendez pas à avoir un taux tarifaire au Cameroun sur le plan douanier ou fiscal, j'en sais pas trop, et aller juste au Gabon et en Guinée équatoriale trouver toute une autre histoire pour un seul bloc, un même marché qui n'est peut-être même pas aussi nombreux que le marché du Nigeria seul à côté. Alors le Cameroun pourrait faire aussi dos rond, se concentrer sur ce volumineux marché du Nigeria et voir comment est-ce qu'il pourrait faire des transactions, isoler même le reste de l'Afrique centrale, ce qui ne lui sera pas totalement favorable, mais qui pourrait être une issue. On a beaucoup de situations qui demandent déjà à réimplémenter, à s'approprier la notion d'intégration. Peut-être c'est à ce prix que l'espace CEMAC va commencer à penser dans une vision commune, collective, et une vision qui vise un même objectif, celui du développement de l'espace CEMAC et non des pays individuellement parlant de la CEMAC. Très bien, merci. Merci à vous, Patrick Christian. D'abord, je rappelle que vous êtes le directeur de l'information du groupe Dash Media. On vous retrouve avec le même plaisir lundi prochain. Alors, on a envie de dire simplement, comme certains le pensaient, que la CEMAC a l'obligation, aujourd'hui, plus que jamais, de réunir ses mains pour attacher le sac. Voilà. Merci à vous.